Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir pour l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est un immense plaisir. Vous êtes sociologue, économiste. Vos travaux portent sur l'histoire de la sécurité sociale et le salariat. On vous connaît notamment pour avoir théorisé la notion de salaire à qualification personnelle, plus communément appelé le salaire à vie. Des ouvrages comme L'enjeu des retraites, L'enjeu du salaire ou encore Puissance du salariat. Vous êtes par ailleurs membre du réseau Salariat, une association d'éducation populaire. Pour commencer cet entretien, je voulais tout simplement vous interroger sur votre intérêt pour l'histoire sociale et plus particulièrement sur la question du salaire. Comment ça vous est venu ? Je crois qu'il me semble dans Puissance du salariat, vous en parlez un petit peu. Est-ce que vous pouvez en revenir pourquoi justement cette question du salaire est aussi prégnante dans vos travaux ? Au départ, j'ai commencé c'est une thèse. J'ai commencé une thèse sur la profession médicale, une thèse d'économie sur la profession médicale et l'assurance maladie. Et puis progressivement, c'est plutôt l'ensemble du financement de la sécurité sociale qui m'a intéressé. Et donc, le salaire, puisque... il y a un enjeu de classe, vraiment de lutte de classe. Est-ce que la sécurité sociale, c'est du salaire ou pas ? La bourgeoisie récuse la sécurité sociale comme salaire et la classe révolutionnaire construit la sécurité sociale comme salaire, ou plutôt construit la socialisation du salaire, dont on aura l'occasion de parler, j'espère. Notamment la sociale, dont parle notamment Nicolas da Silva, vous avez préfacé les travaux. Oui, bien sûr. Donc, dans cette lutte de classe, comme le montre très bien Nicolas da Silva, l'État social est un adversaire de l'auto-organisation des travailleurs. Si par communisme, on entend l'auto-organisation des travailleurs, le fait que la production devient un commun déterminé par les intéressés eux-mêmes. La bourgeoisie, qui veut avoir le monopole de la production, parce que la puissance de classe repose sur la souveraineté sur la production, la bourgeoisie qui veut donc avoir le monopole, conserver le monopole sur la production, va... mobiliser l'État et l'État social contre l'auto-organisation des travailleurs. Oui. Dans vos travaux, il y a quelque chose qui m'a énormément intéressé, c'est le fait que vous parliez souvent d'un déjà-là communiste, notamment avec la fonction publique. En quoi le salaire à la qualification personnelle que vous avez posé dans vos travaux façonne-t-il ce déjà-là ? En quoi est-il rattaché justement à la fonction publique ? Comment l'étendre à l'ensemble d'une société ? Alors que le marché semble de plus omnipotent, notamment avec le néolibéralisme où il s'accapare l'ensemble. Et est-ce que nous devenons tous fonctionnaires avec un tel choix ? Parce que c'est souvent des questions aussi que les gens se posent quand on pense au salaire, à la qualification personnelle. Non, on n'est pas tous fonctionnaires. Bien sûr que non. D'autant que, très précisément... le communisme suppose ce qu'on appelle le dépérissement de l'État, non pas sa disparition, certainement pas. Nous avons besoin de fonctions collectives ayant force de loi, évidemment, issues de la décision démocratique, bien sûr. Mais ces fonctions collectives doivent être assumées par les citoyens eux-mêmes et pas par un appareil d'État. L'appareil d'État doit être détruit, bien sûr. Et précisément... nous avons un déjà-là communiste en la matière. Alors, c'est autre chose que la fonction publique sur laquelle vous me branchez, je vais y venir. Mais le déjà-là communiste en matière d'un État dans lequel les fonctions collectives sont assumées par les citoyens eux-mêmes, c'est le régime général de sécurité sociale qui, de 1947 à 1967, a été dirigé par des travailleurs élus tous les 5 ans. Et cette démocratie sociale, comme on l'appelait à l'époque, donnait des boutons à la bourgeoisie, bien sûr, évidemment. Mais nous avons les prémices d'un État communiste déjà. Il faut revenir, évidemment, c'est un point central, revenir à la gestion par les travailleurs eux-mêmes
du salaire socialisé. Qui peut pas être tricoté. Oui, bien sûr. Et en matière, par exemple, de santé, Nicolas da Silva montre très bien comment l'étatisation, avec les agences régionales de santé, avec la loi de finances de sécurité sociale, avec les GOP, tout cela a ôté toute initiative citoyenne dans la production du soin, alors que c'était, disons, des choses possibles au vu de la façon dont la sécurité sociale du soin a été créée dans la foulée de la création du régime général. Alors en quoi la fonction publique est une anticipation du salaire communiste, si par salaire communiste on entend le contraire du salaire capitaliste. Le salaire capitaliste, c'est le résultat d'un acte de subordination. On est payé à l'acte. On est payé à l'acte et après qu'on ait posé cet acte. C'est la fin du cycle de production, c'est le paiement du travailleur après que l'objet du travail, enfin le bien ou le service, ait été valorisé socialement sur le marché. Le salaire communiste, lui, c'est au contraire un préalable à un travail libre. C'est donc tout à fait autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à la fin du cycle de production, mais qui arrive au contraire comme avance monétaire. Ça, on va y venir. Ce n'est pas uniquement la fonction publique, ça, mais c'est vraiment un point décisif, comme avance monétaire qui va rendre possible la production. Et une production décidée par les intéressés eux-mêmes. Et il y a une urgence écologique telle qu'il faut que nous décidions de la production. On ne peut pas confier ça du tout maintenant à la logique capitaliste. Surtout qu'il y a une accélération là-dessus. Bien sûr, c'est de la folie furieuse. Avec la FNSEA qui manipule la pauvreté paysanne pour obtenir encore moins de mesures écologiques. Avec l'usage des phytosanitaires. Bien sûr, non, mais ça c'est tout l'agro-business qui se défend bec et ongle, mais qui nous mène à la catastrophe. Donc il faut que nous prenions le pouvoir sur le travail. Alors, une condition nécessaire, pas suffisante, ça c'est clair, pas suffisante, mais nécessaire, c'est que nos droits économiques ne naissent pas de l'acte de subordination que nous posons, ce qui est le cas dans le capitalisme, mais que nos droits économiques soient des droits politiques liés à la personne. Et là, nous sommes dans le communisme, parce que si le salaire devient un droit politique lié à la personne, alors ces personnes, à condition que toute leur socialisation les ait rendues en capacité de décider de ce qui doit être produit, toutes ces personnes vont pouvoir le faire. Et une anticipation intéressante de ce salaire comme droit de la personne, c'est précisément le statut de la fonction publique. Parce qu'un fonctionnaire a une qualification personnelle. Dans la présentation que vous faisiez de mon travail, vous parliez du salaire à la qualification personnelle. Bien, c'est cela. Le fonctionnaire, il a un grade. Alors, pourquoi grade? Parce que c'est né au départ dans l'armée. Donc, ensuite, ça s'est étendu à l'ensemble des fonctionnaires. Mais ça veut dire que le support de son salaire, c'est-à-dire la qualification, ce n'est pas le diplôme, ça n'a rien à voir, attention. L'école, elle ne qualifie pas, l'école, elle certifie, elle atteste qu'on sait faire tel travail concret. La qualification, ce n'est pas du tout cela, nous sommes dans l'ordre de la production. Surtout que l'école pose de problèmes aussi, est très fortement rattachée au marché, justement. Alors, évidemment, actuellement, l'école, elle sert surtout à se former à la compétition sur le marché du travail. Donc ça, c'est tout à fait négatif, bien sûr. Mais, et donc, le communisme suppose une toute autre école, évidemment, d'éducation à la co-responsabilité, à la décision commune, et non pas à la compétition, bien sûr, à la coopération, etc. Tout ça, bien sûr. Mais pour en revenir à la fonction publique, la qualification, c'est-à-dire la contribution à la production de valeur économique, la certification et l'atteste qu'on sait produire des valeurs d'usage, qu'on sait produire des choses qui vont avoir un usage.
positif ou négatif. Hein. On peut produire des médicaments ou du phytosanitaire. Qui vont nous impacter. Évidemment. Hein. Ça, c'est la certification. La qualification, c'est un mot qui intervient dans l'ordre de la production de valeur. La qualification, c'est la contribution à la production de valeur économique qui va être additionnée dans le PIB. Le PIB, c'est la somme des valeurs économiques produites dans les entreprises. Et dans le privé, la qualification, c'est un attribut du poste. La convention collective, elle qualifie des postes. Dans le privé, aucun salarié n'est payé lui. Ce n'est pas lui qui est payé, c'est son poste. Et s'il n'a pas de poste, il est à poil. Alors que dans la fonction publique, c'est justement ce qui définit la fonction publique, c'est ça la spécificité de la fonction publique. La qualification n'a pas comme support le poste de travail. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. En revanche, la qualification, c'est un attribut de la personne. Le support de la qualification, c'est le fonctionnaire lui-même qui est titulaire de son grade. Il est professeur certifié, ouvrier d'État, enfin bref, il est titulaire de son grade. Et c'est pour cela que pendant le confinement, quoi qu'ils aient fait, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font, justement. Là, on est vraiment dans le salaire communiste. Le salaire capitaliste, on est payé pour ce qu'on fait, d'accord ? Et après l'avoir fait, dans le communisme, on est payé pour travailler librement et ça suppose que le salaire soit un attribut de notre personne. Qu'on n'ait pas à quémander notre salaire à un contrat de travail. D'autant que dans le salaire capitaliste, on ne touche qu'une partie de la valeur qui est produite en plus. Par ailleurs, bien sûr, dans le salaire capitaliste, on touche la partie de la valeur que l'on produit qui correspond aux besoins dont on est porteur pour faire la tâche qui valorise du capital. Et la survaleur, la valeur supplémentaire, va aux capitalistes, oui. Donc très concrètement, là, le salaire à qualification personnelle, s'il était mis en place, il commencerait par exemple à l'âge de 18 ans pour quelqu'un, et puis après il évoluerait tout au long de sa vie en fonction de ce qu'il fait, de son évolution personnelle. Alors, 18 ans, pourquoi ? Parce que c'est encore une fois, et c'est là qu'on va au-delà de la fonction publique, mais en s'appuyant sur ce conquis du salaire à la qualification personnelle, qui ne concerne pas que les fonctionnaires, qui concerne aussi tous les retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC, ils ont un salaire qui a été calculé en fonction d'un salaire de référence, et qui, sauf les régimes complémentaires patronaux, l'Agirc-Arrco, qui a été mis en place par le patronat contre le régime général. Mais donc vous parlez beaucoup dans les travaux en plus. Oui, bien sûr. Dans le régime général, en revanche, comme dans la fonction publique, le salaire de la pension, c'est la poursuite d'un salaire de référence. Et si on additionne les fonctionnaires, la bonne moitié des retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC, plus quelques autres situations, on arrive à 17 millions de personnes. C'est-à-dire que le tiers, on est 50 millions et avoir plus de 18 ans sur le territoire national, le tiers des majeurs résidant sur le territoire national a un salaire à la qualification personnelle, et c'est ça qu'il faut étendre. En matière enfin, ce qu'il faut dépasser de l'actuelle situation des fonctionnaires, ce sont des droits qui, soient absolument inaliénables jusqu'à la mort, donc de 18 ans à la mort, mais qui, deuxièmement, rendent possible la souveraineté sur le travail. On ne peut pas dire que les fonctionnaires sont souverains sur leur travail. Et donc, au droit de qualification
obtenu automatiquement à 18 ans, hein, de même qu'on obtient automatiquement le droit de vote et le droit d'éligibilité à 18 ans, eh bien on va enrichir la citoyenneté d'une dimension économique, parce que la citoyenneté aujourd'hui exclut la production, exclut l'économie globalement. La bourgeoisie s'est gardé le monopole sur la production. Et donc, il s'agit d'enrichir la citoyenneté. C'est comme ça qu'elle se maintient, de toute façon. Ah ben bien sûr, hein, en prenant en otage la société, puisque c'est elle qui décide de ce qui va être produit. Donc, tant qu'on n'aura pas privé la bourgeoisie de ce monopole sur la production, tant qu'on ne lui aura pas piqué son pouvoir sur la production, rien ne se passera. Il se passera des gouvernements de gauche qui, au bout de quelques années, baisseront la culotte. On connaît le truc depuis déjà un siècle. Hein. Donc, le second droit, outre le salaire à la qualification personnelle, le premier niveau de qualification, c'est-à-dire le SMIC revendiqué, les 1800 € net de SMIC revendiqué aujourd'hui, parce qu'il faut augmenter le SMIC de 500 € à peu près. Hein. Ce que proposait notamment la NUPES. Oui, bien sûr. Hein, Surtout au vu de la situation actuelle, l'inflation, les prix qui... Mais bien sûr, on ne peut pas se contenter de passer à 1500 €. C'est bien tout à fait insuffisant. Il faut passer à 1800 €. Donc, à 18 ans, chacun, automatiquement, a le premier niveau de qualification, 1800 €, pourra monter en qualification jusqu'à sa mort. Moi qui suis en retraite depuis bientôt 15 ans, je suis indigné de ne pas pouvoir continuer à monter en qualification. Je ne suis pas condamné à devenir vieux, rasseuté, etc., marginalisé. Je refuse absolument cette marginalisation. Alors, dans une limite qu'il faut ramener à peu près de 1 à 3, hein, à Réseau Salariat, on propose 1800 € de salaire minimum, automatiquement attribué à tout le monde, quel que soit son niveau scolaire, son éventuel handicap, etc. À 18 ans, tout le monde a les 1800 €, ce qui suppose encore une fois une toute autre école, bien sûr. Et puis, on peut monter en qualification, mais dans un rapport de 1 à 3, jusqu'à 5000 € maximum. Enfin, je pense qu'aucun salaire ne devrait être supérieur, aucune ressource personnelle ne devrait être supérieure à 5000 € mensuels par des épreuves de qualification, ça on pourra en parler. Mais ce droit-là ne suffit pas parce que, encore une fois, le salaire à la qualification personnelle, c'est l'expression d'un droit sur la production. Il faut donc aussi un droit de propriété, c'est fondamental. Donc à 18 ans, chacun devient propriétaire d'usage de tout outil de travail qu'il aura entre les mains. Ça, c'est pour qu'au niveau microéconomique de l'entreprise ou du service public, les travailleurs décident de l'usage des locaux, des outils, dont ils disposent. Ça, c'est la décision dans l'entreprise. Alors, pas forcément eux seuls, ça peut être aussi avec des citoyens, etc., les représentants du territoire dans lequel l'entreprise est implantée, bien sûr, etc. Bon, les usagers. Et puis, troisième droit, lui, au niveau macroéconomique, un droit de participer aux décisions sur tout ce qui fait vivre à l'échelle nationale la production. Donc il ne faut pas que des entreprises, il faut aussi une création monétaire, par exemple. Bon, donc, ce qu'on a perdu aussi. Ce qu'on en a perdu. Alors, ce que les travailleurs n'ont jamais eu. Hein. Mais ce que, effectivement, nos États nationaux ont perdu avec Maastricht, avec la décision d'une monnaie commune, la décision absurde qui nous mène à des déboires économiques et politiques considérables, d'une monnaie commune, d'une monnaie unique, pardon, j'ai dit, je ne sais plus pourquoi j'ai dit commune, d'une monnaie unique. En plus, elle n'est même pas adaptée aux différents situations économiques. Non, mais bien sûr, elle sert l'économie dominante, c'est-à-dire l'Allemagne, évidemment. Donc cette monnaie unique, il faut évidemment, moi j'ai voté contre Maastricht, il faut la supprimer. Passer une monnaie commune, ça bien sûr, mais surtout retrouver la souveraineté monétaire. Mais c'est possible dans le cadre de l'Union européenne. Hein. Ça, des travaux comme ceux de Bruno Terret montrent que l'on peut retrouver la souveraineté monétaire dans le cadre de l'Union européenne
en émettant un moyen de paiement qui ne sera pas convertible en euros, mais qui nous permet de retrouver une souveraineté monétaire. C'est tout à fait possible. Et d'avoir les deux monnaies absolument nécessaires, une monnaie nationale et une monnaie internationale. D'ailleurs, certains pays de l'Union européenne n'ont pas eu la folie d'entrer dans la zone euro. La Suède, par exemple, n'y est pas. Et même dans le cadre de la zone euro, et c'est là que les travaux de Bruno Terret sont intéressants, il est possible de retrouver des espaces de souveraineté monétaire. Donc, dans ce troisième paquet de droits que tout le monde a à 18 ans, qui vient enrichir la citoyenneté d'une dimension économique qu'elle n'a hélas jamais eue encore, c'est ce qui se joue, c'est à la fois la création monétaire, la décision d'investissement dans les territoires, et puis la propriété patrimoniale des entreprises. Il n'est pas bon que le collectif qui a la propriété d'usage de l'entreprise en ait par ailleurs la propriété patrimoniale. Prenons un exemple banal, c'est pas bon que la troupe de théâtre qui a la propriété d'usage du théâtre soit aussi propriétaire patrimonial du bâtiment, etc. Parce que le collectif n'a pas la durée de vie du bâtiment, il n'a pas forcément un enjeu, une vision exacte des enjeux territoriaux de ce bâtiment. Il faut donc que la propriété patrimoniale de l'entreprise appartienne à un collectif bien sûr, au niveau territorial adéquat. Si c'est une boulangerie, c'est au niveau du quartier. Si c'est la SNCF, c'est au niveau national. Ça dépend. Il faut trouver les niveaux adéquats de collectifs propriétaires patrimoniaux, mais de collectifs de citoyens, toujours pareil. Les fonctions collectives doivent être assurées par les citoyens, sans appareil d'État. Trouver les niveaux territoriaux adéquats pour la décision de l'investissement. Ce qui est intéressant, c'est quand vous évoquez tout ça, c'est je pense notamment aux travaux aussi de Richard Wilkinson. Vous parliez tout à l'heure des écarts de salaire. Ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de travaux qui montrent que justement les écarts de salaire contribuent à plein de problèmes, notamment même de santé, etc., qui sont considérables. Ça crée des tensions dans la société. Il suffit d'être dans certains quartiers pour voir qu'il y a énormément de tensions qui peuvent se créer très, très rapidement. Et du coup, il y a aussi déjà une volonté de redonner la possibilité à chacun de décider de son destin, en fait, finalement, d'être beaucoup plus libre. Et puis surtout d'éviter aussi d'éventuelles tensions. Ce qu'aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus apparaître. Je pense qu'au vu de la situation, tout à l'heure, on parlait très rapidement de l'alimentation. Ça pourrait derrière provoquer des tensions et être très dangereux, en fait. Mais bien sûr, non, mais évidemment, le spectacle de l'indécence des grandes fortunes, de gens qui gagnent des dizaines de milliers d'euros à la minute, enfin, etc. Tout ça... ça a explosé même avec le Covid, en plus. C'est des choses qui ne peuvent pas durer, ça c'est sûr. Prenons par exemple... les révoltes de juillet dernier, à la suite de l'assassinat par un policier de Naël. La droite a réagi comme d'habitude. Modalité extrême droite, puisque la droite, Macron, enfin la Renaissance, Républicain et Rassemblement national, c'est un trio maintenant qui s'entend. Alors pas très bien parce que chacun veut avoir l'hégémonie dans ce camp, mais c'est un camp absolument unifié qui vote toujours ensemble l'essentiel des lois. Alors eux, ils ont réagi comme on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire par de la répression et puis par des propositions d'expulser les familles de ces gamins parce que la police partout, etc., etc., etc. Bien. Donc ça, c'est évident, bon, mais la gauche, elle a réagi d'une façon que je conteste, c'est-à-dire qu'elle a posé les habitants de ces quartiers comme en manque, manque de services publics, manque de policiers de proximité.
elle les a définis, ses habitants, par leur manque, et elle a dit, nous ferons une bonne politique qui viendra combler leur manque. Elle n'est pas du tout partie de ses habitants, elle n'est pas du tout partie du postulat que ses habitants, ils sont parfaitement capables de faire de la politique, que ses habitants sont tout à fait conscients des besoins dont ils sont porteurs, qu'ils sont tout à fait capables de décider de ce que devrait être l'investissement ou les services publics, etc., dans leur lieu d'habitat. Ils en sont parfaitement capables. Et ce qu'il faut, la réponse à ces situations qui sont à la fois d'inégalité et d'irresponsabilité, précisément, c'est de donner des droits nouveaux. Sortir de cette vision verticale. Sortir cette vision verticale dans laquelle un bon État déversera une bonne politique sur des gens en manque. C'est quand même un mépris au bout du compte pour ces populations. Évidemment que dans ces quartiers où il y a eu les révoltes, à 18 ans, chacun, et donc y compris donc ces jeunes révoltés, évidemment, et à commencer par eux d'ailleurs, chacun doit devenir titulaire des 1800 € de la qualification personnelle de base, disons, le premier niveau, du droit de propriété d'usage des outils de travail qu'ils auront entre les mains, et du droit et de la décision, de la codécision, disons, sur la création monétaire, et puis ce qu'il faut investir dans le quartier, enfin, etc., et la propriété patrimoniale des entreprises du quartier. Tout cela, c'est ça la réponse communiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà là tout ça. Nous avons déjà le tiers des plus de 18 ans quand un salaire à la qualification personnelle, et nous avons déjà inventé, et c'est un terrain peut-être sur lequel notre entretien pourrait venir, avec la sécurité sociale du soin, nous avons déjà inventé une maîtrise populaire de l'investissement. Ça me fait penser un peu au travail de Jacques Rancière avec le maître ignorant, justement, de partir de l'égalité des intelligences. Absolument. Et la marginalité dans laquelle est tenue Rancière est tout à fait significative de... Ouais, on en parle très peu. Bien sûr, alors que c'est fondamental ce qu'il écrit. Il y a quelque chose qui me vient en discutant avec vous aussi et qui m'est venu aussi par rapport aux différents travaux que vous avez faits, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui aspirent à quitter le salariat. On voit qu'il y a plus de la moitié qui souhaitent se lancer à leur compte, faire autre chose et donc souvent être payés à l'acte finalement, donc, au travers notamment du statut auto-entrepreneur. Moi-même, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Ce qui montre que le marché est assez problématique car il engendre justement ce stress, il nous fait perdre du temps, il engendre aussi la peur pour sa survie au sens physiologique même. Je pense notamment au film là, Le voleur du bicyclette aussi. Qui était un des premiers films que j'ai vus dans ma jeunesse en étant interne au lycée Louis Lapic à Épinal dans les années 50. C'était le prof d'histoire qui animait un club de cinéma pour les internes. J'ai vu... Enfin, tout le cinéma réaliste italien y est passé d'ailleurs à l'époque. Il est important pour comprendre en plus certains Bien sûr, oui. Et justement, comment faire face, comment à la fois répondre à ces aspirations individuelles où chacun souhaite, justement, parler tout à l'heure de prise de décision, souhaite à la fois, du coup, par exemple, monter un projet, je pense par exemple à un podcast ou monter une épicerie ou qu'importe, et en même temps faire en sorte que, justement, sortir de la logique économique actuelle qui nous contraint justement, qui nous bloque parce qu'il y a toujours ce souci d'argent et tout. Et comment y répondre parce que c'est là où... Ah oui, non mais ça, je crois que ce que vous dites est tout à fait significatif d'une forme de... Ce qu'en termes peu classiques, on désigne par exit, exit et voice, d'accord ? Devant une situation avec laquelle on est en désaccord, alors le voice, c'est de revendiquer, de manifester, de se syndiquer, d'avoir une action collective, etc., pour sortir de cette situation. Et Dieu sait si le voice a été extrêmement efficace au cours du XXe siècle pour construire un statut du travailleur.
Mais l'autre situation, l'autre solution, c'est l'exit, c'est-à-dire que je m'en vais. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me demande de faire. Je ne veux pas entrer dans une entreprise capitaliste pour produire des choses qui vont détruire l'environnement, etc. Je veux travailler selon ma déontologie. On l'a même vu avec les ingénieurs il y a 2 ans. Alors vous avez maintenant, effectivement, y compris ça avait fait le buzz pour ces diplômés de Paris Agritech, mais effectivement, vous avez, y compris des gens extrêmement formés, qui sont dans l'exit, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les grandes entreprises ou dans les services publics. Et il crée des lieux à la fois plus horizontaux et avec des activités correspondant à leur déontologie. Moi, je salue cet exit, ces exiteurs, ces dissidents, on va dire. Je les salue comme communistes. Toute personne qui décide de travailler selon sa déontologie est communiste. Bon. Mais, alors pourquoi est-ce que j'ajoute un mais? C'est que, et vous l'avez souligné vous-même, la bourgeoisie capitaliste veut en finir avec les droits des travailleurs et encourage le statut d'auto-entrepreneur, encourage le paiement à l'acte, encourage le retour au salaire capitaliste alors qu'a été conquis un salaire communiste. Donc la réponse à cette aspiration à travailler selon sa déontologie, c'est évidemment l'attribution à tous, à 18 ans, du premier niveau de qualification et du salaire qui va avec. C'est ça la réponse. Vous-même réalisez vos podcasts comme auto-entrepreneur, mais vous pourriez de façon infiniment plus à la fois paisible, sans angoisse du lendemain et en même temps efficace, les produire si vous aviez un salaire à la qualification personnelle. Passer du temps pour réfléchir en plus. C'est là aussi l'intérêt du salaire, c'est qu'aujourd'hui, ça permet aussi de dégager du temps pour que les personnes puissent réfléchir à leur vie, réfléchir aux sujets de société, etc. Mais bien sûr, c'est-à-dire que il est... Bon, nous sommes embarqués dans une impasse anthropologique. Si on fait l'intelligence artificielle que l'on confie aux Bezos et compagnie, on va aller dans le mur. Nous allons produire des monstres. Ouais. Et du point de vue écologique, nous sommes dans une impasse également évidente que le désarroi des agriculteurs aujourd'hui montre avec la plus grande force. Il est donc, mais vraiment fondamental que nous devenions responsables de la production, et cette responsabilité, elle va impliquer un énorme travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de l'outil. Après tout, le capitalisme nous laisse des outils qui, d'un point de vue technologique, peuvent être intéressants. D'autres devront être détruits, bien sûr, mais d'autres devront être assumés autrement pour d'autres productions que, je ne sais pas quoi, tous les outils de l'aéronautique toulousaine, on peut les utiliser pour autre chose que d'envoyer indéfiniment des avions dans le ciel. Etc., pour prendre des tas d'exemples. D'autres devront être totalement abandonnés. Il est clair que l'essentiel des outils de l'agrobusiness aujourd'hui est tellement destructeur du vivant, repose sur une telle absurdité de rapport au vivant, sur un rapport tellement absurde aux autres vivants. Ça détruit le sol, ça détruit le sol, ça détruit les insectes, ça détruit la vie. C'est vraiment une production destructrice de la vie. C'est quand même invraisemblable qu'il va falloir réfléchir et avoir le temps. Et puis, pour que la décision soit collective, il va falloir avoir le temps de la délibération. Donc, il faut évidemment énormément de temps. Il va falloir faire des travaux scientifiques, il va falloir lire, il va falloir faire toute une réflexion
sur une façon efficace de produire de l'alimentation, mais à partir de la précarité du vivant. Et pas en prétendant faire des productions sûres, totalement déconnectées de la vie et de ses aléas par des produits chimiques, etc., toutes choses, des procédés génomiques, etc., toutes choses qui nous mènent au désastre. Sauf que quand on est en ville, on vit un peu comme dans des îlots et on est un peu déconnecté de la production. Alors il y a ça aussi, que de fait nous consommons des biens et des services dont nous ne savons rien des conditions de production. Et ça, c'est désastreux aussi, ça. Il faut absolument que nous nous confrontions, alors pas pour tout, mais pour une partie notable de nos besoins, que nous nous confrontions et que nous participions en partie. Il faut maintenir une division du travail, mais pas excessive, invraisemblable, à l'échelle internationale pour tout. Il faut, à l'échelle internationale, une division du travail, mettant en matière certains hauts niveaux de la science, par exemple. Mais il y a des tas de productions qui ne nécessitent pas une division internationale du travail comme aujourd'hui. Donc, il faut que nous participions personnellement à des productions qui aujourd'hui, que nous achetons. Et que nous sachions du coup comment c'est produit, que nous ayons à nouveau un rapport sensible au reste de la nature et du vivant, aux autres. Nous sommes très dépendants de tous les vivants non humains. Il s'agit que nous entretenions avec eux un rapport diplomatique efficace dans le respect de ce qu'ils nous apportent. Tout ça suppose, à la fois sur le plan des imaginaires, sur le plan intellectuel, et puis sur le plan de l'emploi du temps tout court, et du retour à des activités dites manuelles, qui sont en fait des activités hautement intellectuelles dans lesquelles notre corps est engagé. Et tout cela est absolument... et c'est vitalement nécessaire. Donc pour ça, il faut du temps. Et il faut un salaire qui soit un attribut de la personne. Enfin, moi, je ne comprends même pas que on continue avec cette idée que le salaire doit être la conséquence d'un acte de subordination posé au préalable. Mais non, le salaire, sur la base des prémices que sont le salaire des fonctionnaires, le salaire des retraités, le salaire devienne un droit politique qui fait que, effectivement, à condition bien sûr de nous former, l'espace de la délibération collective, de la réflexion collective sur ce que l'on fait du patrimoine que nous lègue la folie capitaliste, sur la façon dont on va développer de nouveaux outils, et puis sur la place relative dans notre temps, du temps que nous pesons à faire la cuisine nous-mêmes, à arrêter d'acheter des plats préparés qui sont, d'un point de vue économique, absurdes et d'un point de vue sanitaire, extrêmement dangereux ou en tout cas fort inutiles. Il y a deux questions qui me viennent là, par rapport à ce que vous dites. C'est tout d'abord, pourquoi la gauche, justement, vous parliez de l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que, par exemple, les sujets type crypto-monnaie, intelligence artificielle, aéronautique, qui sont quand même des sujets cruciaux, ont été accaparés par la droite, par parfois même des libertariens, là où la gauche ne s'est pas saisie de ces questions-là pour proposer quelque chose, probablement. J'ai vu, par exemple, si on prend le cas des crypto-monnaies, qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent notamment aux gouvernances autonomes décentralisées, donc il y a quand même des sujets là-dessus qui sont intéressants. Et comment expliquer que la gauche est absente sur ces questions-là? Et après, il y a un autre sujet, c'est par rapport, vous êtes très critique vis-à-vis du revenu universel, et justement, expliquer du coup aux auditeurs la différence entre le revenu universel et le salaire à la qualification personnelle. Parce que le revenu universel, c'est une idée qui... Macron, par exemple, en veut pas, mais Benoît Hamon en voulait, et Macron veut surtout organiser, ce qui est encore qui est aussi catastrophique.
les différentes aides et puis faire travailler quasiment les personnes gratuitement, quoi. Alors, sur le peu ou l'insuffisant intérêt de la gauche aux thématiques que vous avez développées, bon, je constate avec plaisir que l'Institut La Boétie, qui est l'Institut de la France Insoumise, va lancer tout un grand programme sur l'intelligence artificielle. Bon, je pense que les choses bougent de ce côté-là, même si effectivement on a peut-être trop laissé le terrain à la droite ou à la bourgeoisie, disons, sur cette affaire. Pour faire que de la spéculation, quoi. Alors maintenant, sur la différence entre le revenu universel et le salaire à la qualification personnelle, alors elle est totale, hein. Enfin si, il y a un point de proximité, c'est l'inconditionnalité, hein. C'est un droit de la personne, à qui on ne demande pas ni son genre, ni son origine sociale, ni la couleur de sa peau, ni son niveau de diplôme, rien. C'est un droit de la personne. C'est l'invention de la citoyenneté. C'est une invention magnifique, hein, de la citoyenneté, cette abstraction qui fait que, quel que soit précisément notre genre, notre origine sociale, le lieu où on habite, etc., notre niveau de diplôme, nous sommes postulés en capacité, en responsabilité de la chose publique. Alors il faut introduire dans la chose publique ce que la bourgeoisie a toujours voulu en abstraire, c'est-à-dire la production, le travail, mais il s'agit bien effectivement du salaire comme droit inconditionnel de la personne majeure, hein. Toute personne majeure a droit au salaire. Majeur, pas à sa naissance, hein, parce que c'est l'expression de la responsabilité sur la production. On ne va pas confier aux enfants la responsabilité de la production. Il faut pas. C'est la majorité, ça sert à ça justement. La majorité, ça sert à affirmer que à un certain stade de notre développement, nous devenons en capacité de décider du bien commun. Alors, 18 ans, parce que c'est aujourd'hui 18 ans. Si c'est 16 ans, c'est 16 ans. Moi, j'ai aucune compétence dans ce domaine, donc je me garderais bien d'insister davantage. Mais c'est un droit de citoyenneté. Alors, inconditionnel, comme l'est le revenu universel, mais qui précisément est proposé comme étant un attribut de la personne dès sa naissance, d'une part, souvent, en général, disons, et qui, en général également, est fondé sur les besoins dont la personne est porteuse. Nous sommes porteurs de besoins qu'il faut satisfaire par des ressources. Alors que le salaire universel, nous sommes porteurs de capacités, nous sommes porteurs de responsabilités qu'il faut reconnaître par des ressources qui vont nous mettre en capacité d'exercer ces responsabilités. Justement, on en revient avec la question du manque, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, nous ne sommes pas des êtres de manque, nous ne sommes pas des êtres de besoin, nous sommes des créateurs, d'accord ? Et il faut, comme tel, reconnaître cette dimension essentielle de notre existence par une qualification personnelle. Mais surtout, la grande différence, pas la différence, l'antinomie totale entre le revenu universel et le salaire à la qualification personnelle, c'est que vous évoquiez Hamon et vous sembliez l'opposer à Macron, mais non, parce que Macron contribue lui aussi, poursuit la politique qui désigne l'existence de besoins universels, comme on dit, hein, des besoins universels qui doivent être satisfaits par des prestations fiscales financées par l'impôt. C'est la distinction entre
le minimum vieillesse, d'accord, financé par la CSG, d'accord, et puis une vieillesse correspondant à une contribution, hein, la distinction entre contributif et non contributif, distinction absolument désastreuse, qui s'est inventée au cours des années 90. Avec Michel Rocard. À partir de Rocard, bien sûr, oui, oui. Nous serions porteurs de besoins universels qui doivent être satisfaits par de la solidarité, par un impôt de solidarité, la CSG. C'est comme ça que Rocard crée la CSG. Hein, et puis, au-delà de cela, au-delà du panier de soins, par exemple, hein, qui serait automatiquement assumé, des soins de base, d'accord, hein, assumés par la CSG, au-delà d'un minimum vieillesse assuré par la CSG, d'un minimum de chômage assumé par la CSG. En ce sens-là, Macron, en remplaçant la cotisation salariée par de la CSG pour le chômage, est tout à fait dans cette perspective-là. Hein. En plus, il donne un pouvoir fou à l'État qui peut décider de ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, nous sommes toujours dans cette logique de l'étatisation capitaliste, hein, de nos ressources. Et donc, ces ressources de solidarité financées par l'impôt, c'est-à-dire au bout du compte par les travailleurs eux-mêmes, quand on sait que l'essentiel de l'impôt, c'est la CSG, et que la CSG, c'est à proportion les plus pauvres qui en payent le plus, c'est la TVA, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ouais, la TVA, ouais. C'est la TVA. Mais la CSG n'est pas très loin derrière. Mais la CSG, oui, bien sûr. La TVA qui repose sur toutes nos consommations, et donc ceux qui ne consomment pas parce qu'ils ont les moyens d'épargner, échappent à cet impôt, alors que les populations aux ressources les plus faibles n'y échappent pas à ça. Donc, financer par l'impôt un dispositif, c'est le faire supporter par les plus démunis de la population. Il faut être clair sur ce point. Et d'autre part, son caractère inconditionnel est absolument nécessaire pour une bourgeoisie qui veut en finir avec le conquis du salaire à la qualification, que ce soit du poste ou de la personne, et nous faire revenir au paiement à l'acte. Vous évoquiez tous ces jeunes dissidents, ils vivent du RSA, vous voyez, pour pouvoir faire ce qu'ils aiment et assumer des ressources par le paiement à l'acte de leur succès sur YouTube ou je ne sais pas quoi, encore faut-il qu'ils aient un filet de sécurité pour réaffirmer que les seules ressources légitimes sont celles que nous avons à partir d'un acte de production. Encore faut-il, compte tenu que la valorisation de nos actes de production est aléatoire, parce que le marché est aléatoire, et donc on n'est pas sûr que ce que nous faisons aura sur YouTube le succès, etc., etc., eh bien, il faut que nous ayons un filet de sécurité. Donc, le retour au salaire capitaliste, en finir avec le grand conquis du salaire à la qualification, le retour au salaire capitaliste suppose un revenu minimum inconditionnel. Si on veut que tout le monde soit auto-entrepreneur et donc tire ses ressources de l'acte productif qu'il pose, c'est ça les auto-entrepreneurs, ils tirent leurs ressources de l'acte productif qu'ils posent, eh bien, encore faut-il qu'ils bénéficient d'un filet de sécurité qui sera leur revenu de base. Donc, le revenu universel, c'est fondamentalement un projet capitaliste. Comment, pour revenir aux travaux de Nicolas da Silva, et on parlait de Michel Rocard, comment la gauche a pu perdre progressivement la bataille. Si vous pouvez y revenir très rapidement sur la façon dont justement la sociale a perdu du terrain et que progressivement justement on est passé des cotisations sociales à la CSG, à la mise en place d'impôts, puis après justement d'être dans cette logique du manque.
Qu'est-ce qui explique que la gauche a perdu du terrain sur ça, ces dernières années? Alors, Y compris sous François Mitterrand, d'ailleurs, où il y a eu une accélération. disons que la classe dirigeante a mené une bataille d'envergure contre le salaire lié à la personne, contre le régime général de sécurité sociale, contre le système de sécurité sociale du soin tel qu'il se construit dans les années 60, sans appel au marché des capitaux, sans partenariat public-privé, par une avance en salaire, les salaires socialisés dans l'assurance maladie, qui va subventionner l'investissement et non pas le financer à crédit, en tout cas partiellement. Tout cela est tellement antinomique de la logique capitaliste que la bourgeoisie sait ce qu'elle doit détruire. C'est en ce sens-là qu'elle est une classe dirigeante, c'est qu'elle sait ce qu'elle doit détruire. Nous, on ne sait pas trop ce qu'on doit promouvoir. C'est ça un peu le problème. Justement, c'est ça. Pourquoi la gauche est sur la défensive et dans la défaite depuis maintenant quelques dizaines d'années? C'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit promouvoir et elle ne prend pas comme tremplin les conquis sur lesquels elle est... Et elle n'a pas les médias aussi qui sont dominants. Oui, d'accord, d'accord, oui, mais je ne crois pas non plus au fait que la guerre soit perdue sur le terrain des médias. La guerre, elle est perdue déjà sur le terrain intellectuel, sur le terrain théorique. La gauche... elle lit le capitalisme comme un système de domination qui génère des victimes avec lesquelles être solidaire. Et cette solidarité passe par une meilleure répartition de la valeur, une bonne fiscalité, on prend l'argent là où il est, on taxe les profits, enfin, etc. Cette vision-là n'est pas celle de Marx. Marx pose le capitalisme non pas comme un système de domination qui génère des victimes, mais comme un mode de production contradictoire qui génère la lutte de classe. Et pour faire lutte de classe, il faut être deux. Il y a bien deux classes. Il y a la classe, deux classes pour soi, comme on dit. Il y a évidemment la classe dominante, mais il y a également la classe fondamentale. C'est Jacques Bidet qui parle de classe fondamentale. Pour la classe dominée, il la pose comme fondamentale parce que de fait, ce sont les travailleurs qui font le boulot et ce sont eux qui créent la valeur et ce sont eux qui, par leur mobilisation, ont conquis tous les droits que nous avons. Tous les droits que nous avons ont été conquis par la classe fondamentale. Il n'y en a aucun qui a été octroyé par la classe dominante. Donc... il y a une classe fondamentale révolutionnaire qui a conquis des institutions communistes, qui sont des prémices du communisme. Ce n'est pas le communisme réalisé, ça c'est un mouvement long qui n'est pas fini. Mais c'est le communisme en mouvement précisément à travers des prémices non négligeable quand on pense que le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à la personne, c'est quand même pas rien. Donc, pour avoir, je vais dire, refusé de voir ce déjà-là communiste, au nom d'une idéologie non marxiste qui dit... on ne peut pas produire d'alternatives dans le capitalisme même. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État. Et une fois qu'on a pris le pouvoir d'État, alors on crée un socialisme d'État. Et puis ce socialisme d'État va générer du communisme. Le communisme, c'est pour après-demain, après la prise du pouvoir, puis le socialisme d'État, puis le communisme. C'est un peu la logique aussi de Jean-Luc Mélenchon. C'est la logique de toute la gauche, pas propre à Jean-Luc Mélenchon. C'est la logique de toute la gauche qui s'est lancée dans l'élection présidentielle, enfin, etc., qui fait
moi j'appartiens à un parti, le Parti communiste, qui considère que l'année 2024, toutes les énergies doivent être portées sur la préparation et la victoire aux élections européennes. Ce qui n'aura aucun impact sur les citoyens d'ailleurs. Ce qui n'aura pas beaucoup d'impact sur les citoyens, ce qui permettra d'aller en ordre dispersé aux élections et d'affronter une droite beaucoup plus rassemblée, elle. Et puis, ce qui fait une dérive électoraliste de tous les partis de gauche. Ils ont une dérive électoraliste tout à fait dramatique. Et puis, à ne pas voir ce déjà-là communiste, puisque le communiste, c'est pour après-demain, donc il n'y en a pas, c'est pas possible qu'il y en ait, bien, on est dans l'incapacité de proposer la généralisation du statut initié par les retraités et les fonctionnaires, de proposer la généralisation du mode de financement de la production par le salaire socialisé et non pas par une avance en capital. Puisqu'on ne voit pas que c'est du communisme, on refuse de le voir, puisque c'est pour après-demain. Cette cécité, elle est dramatique. Je donne souvent l'exemple parce que ça m'avait vraiment extrêmement choqué. Lorsque Macron, en août 2021, suspend les soignants non vaccinés. Ouais, terrible. Suspend avec suspension du traitement. Beaucoup de ces soignantes, surtout des femmes, sont fonctionnaires, puisque la fonction hospitalière, c'est une fonction publique. Ces fonctionnaires vont se trouver suspendus sans traitement. Vous avez eu des protestations tout à fait normales d'ailleurs, évidemment, sur le fait que c'était inadmissible de se séparer de soignantes qui n'avaient pas démérité du tout alors qu'on en manque déjà beaucoup, que c'était inadmissible, indécent de laisser sans ressources des gens parfaitement honorables, mais pas de protestation sur l'atteinte au statut de la fonction publique qu'il y a à suspendre le traitement d'un fonctionnaire suspendu. Alors que la dernière loi sur la fonction publique, la loi Le Pors de 83, qui a été d'ailleurs abolie en douce par Macron, évidemment, pose que tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement, puisqu'un fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait. On l'a vu pendant le confinement, les fonctionnaires, ils ont gardé, quoi qu'ils aient fait, 100% de leur traitement. Donc, à sous-estimer ce caractère communiste du fait de lier le salaire à la personne et non pas à l'acte de subordination qu'elle pose, à le sous-estimer, à dire mais les fonctionnaires seront exploités comme les autres, enfin à faire du misérabilisme en plus, parce qu'en général tout ça s'accompagne d'un grand discours misérabiliste puisque le capitalisme génère des victimes. Eh bien, on est incapable de partir de ce conquis du salaire à la qualification pour dire mais tout le monde de 18 ans à la mort doit avoir un salaire comme expression de sa responsabilité sur la production. Vous voyez, c'est ça qui nous empêche de nous projeter en fait. Mais voilà, ça nous empêche d'avoir un agenda propre. Nous sommes complètement dépendants de l'agenda de nos adversaires. Nous sommes dans la bagarre défensive en permanence, faute d'avoir une proposition alternative et une proposition qui ne s'appuie pas sur des idées dans le ciel des idées, qui s'appuie sur les conquis des générations antérieures. Pour terminer cet entretien et par rapport à ce que vous dites là maintenant, mais aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure après justement l'assassinat de Naël par le policier, vous faites partie de Réseau Salariat, c'est une association d'éducation populaire, c'est ultra important, et vous rappelez tout à l'heure l'importance de l'éducation populaire, notamment auprès des jeunes. Comment elle peut être porteuse de changement et surtout comment se pratique aujourd'hui Réseau Salariat, et en quoi justement ça peut être un atout, un potentiel aussi pour justement porter ces idées, faire émerger des choses nouvelles, notamment à gauche. Eh bien, Réseau Salariat, c'est un magnifique intellectuel collectif. On n'est pas très nombreux, on est quelques centaines en France, mais c'est un magnifique intellectuel collectif. Je sors là à l'instant du séminaire mensuel organisé à la Bourse du Travail. Le thème change chaque année. Cette année, c'est sur la sécurité sociale de l'alimentation. Par intellectuel collectif, il faut entendre d'abord une structure totalement horizontale.
On n'a pas de conseil d'administration, de bureau avec un président. C'est pas le CAC 40, mais c'est pas non plus le mode de fonctionnement assez vertical de toutes les organisations de gauche aujourd'hui. C'est un mode d'élaboration de la décision à partir des groupes locaux, qui élaborent selon un calendrier établi à l'avance, qui élaborent le programme d'un comité de coordination qui a lieu tous les trimestres et qui délègue, avec un changement régulier du délégué ou de la déléguée, à ce comité de coordination, à ce conseil de coordination, qui va décider, qui prend les décisions pour l'association, qui donc délègue des porte-paroles qui changent. Donc il n'y a pas de chef, nous sommes une organisation sans chef, ça ne veut pas dire sans responsable, parce que la décision collective va être disons, prise en commun. Et puis, il y a une COMAD, une commission administrative qui n'a aucun rôle hiérarchique, mais qui veille simplement à ce que les informations circulent, que la décision soit connue de tous, etc. Et puis qui assure la trésorerie du réseau. Les groupes locaux et les groupes thématiques. Il y a des groupes locaux, donc les groupes thématiques sont des groupes, par exemple, sur la sécurité sociale de l'alimentation, mais il y en a sur la sécurité sociale de la culture, il y en a sur la monnaie du salaire à vie, il y en a sur une approche féministe du salaire à vie, enfin bon, il y a des groupes thématiques divers. La commission administrative, justement, veille à ce que... Alors, la commission administrative, elle change tous les ans et demi, et c'est à tour de rôle des groupes locaux volontaires qui l'assurent. Cette administration, disons, au quotidien du réseau est assurée à tour de rôle par les groupes locaux, ce qui fait que les groupes locaux n'attendent pas d'un conseil d'administration des choses à faire. Ils sont à l'initiative et ils ont en permanence le souci du fonctionnement national du réseau, puisque de toute façon, ils y passent à tour de rôle. Ce qui suppose aussi que les outils de comptabilité soient extrêmement facile à transférer d'un groupe à l'autre, qui n'est pas non plus de progrès. Souvent dans les associations, vous avez des bénévoles qui deviennent indispensables, incontournables, puis qui prennent le pouvoir, et puis qui évoquent, qui autour d'eux font le ménage pour qu'il n'y ait personne qui prenne leur place. Mais ce n'est pas forcément d'ailleurs dans une volonté de pouvoir, c'est aussi par bonne volonté, enfin, etc., mais enfin qui éteignent finalement les possibles autour d'eux. Là non, alors c'est pas évident, hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas du tout évident de construire un tel fonctionnement démocratique parce qu'on a été tellement habitué à déléguer le pouvoir, à élire des délégués de classe dès l'école, à ne pas assumer. Toujours dans la logique verticale, quoi. Toujours dans cette logique-là de la délégation et de la verticalité. Donc il y a cet aspect-là extrêmement intéressant, je trouve, de Réseau Salariat. Et puis il y a la richesse de ce que ces groupes thématiques et ces groupes locaux initient, en ne s'autorisant que d'eux-mêmes. C'est sans attendre d'un conseil scientifique d'experts qui disent ce qu'il faut faire. Moi, par exemple, toute la réflexion sur la monnaie, qui a été initié au départ par un groupe local, parce qu'il faut souvent qu'au départ, ce soit des gens qui physiquement soient en capacité de se réunir, puis ensuite ça s'étend avec des réunions à distance, etc. Ça prend une échelle nationale. Donc c'est un groupe du Nord qui a au départ initié cette réflexion, maintenant c'est une réflexion nationale, qui figure sur le site. Si vous allez sur le site réseausalariat.info, vous trouverez énormément de documents, toute notre production, et on voit qu'il y a bien un intellectuel collectif là qui fonctionne. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des questions de la monnaie, je suis économiste profession, mais enfin plutôt spécialiste des questions du travail, de l'emploi, etc. C'est auprès de camarades qui n'avaient pas de profession d'économiste par ailleurs, mais qui sont comme tout citoyen en capacité de réfléchir,
de s'informer, puis de s'informer auprès d'économistes aussi, éventuellement, de discuter avec eux, que j'ai appris tout ce que je peux dire maintenant sur le salaire comme avance monétaire de la production. Donc, moi, j'apprends beaucoup des groupes thématiques du réseau. Voilà, je ne peux. Merci d'avoir posé cette question parce que je ne peux qu'encourager ceux qui nous écoutent à rejoindre Réseau Salariat, bien sûr, qu'ils aillent sur le site réseausalariat.info. Oui, je le mettrai dans la description. Merci beaucoup Bernard Friot, c'était un immense plaisir et j'aurais voulu aborder plein de questions sur les retraites notamment et tout, mais je pense que j'imagine on fera peut-être un second entretien pour... très volontiers, tout à fait partant pour un second entretien. Donc si vous voulez voir le second entretien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast et à lâcher un avis aussi sur les podcasts. Ce que je demande pas souvent, c'est qu'en plus ça nous permet de mieux référencer le podcast, donc c'est cool. Merci beaucoup Bernard Friot. Merci beaucoup.